Bon, Jean-Philippe Arnico va nous parler des certificats d'excision et de non-excision. Qui fait quoi? Donc bonjour à tous, merci pour. Non, je vous remercie pas. Je ne remercie pas Richard de m'avoir donné ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très austère. Donc, et pourtant qui est très important. La preuve en est, c'est que quand on ouvre une consultation sur les mutilations, c'est les premières consultations qui arrivent. C'est des patientes qui n'ont pas du tout envie d'être soignées, mais qui ont envie d'avoir des certificats, parce qu'il y a une forte demande. Donc ça nous oblige à réfléchir à ces certificats, à se replonger dans jeunes années où on a appris ça dans les cours de santé publique. Et on est confronté à différents types de certificats. On va en parler aujourd'hui. Et ensuite, on pourra discuter des différents problèmes qui en découlent. Donc on aura affaire des certificats d'excision, de non-excision, de protection et de constat médical de violence. Tout d'abord, il faut aussi affronter les abréviations de ce sujet. Donc pour nous, elles nous paraissent déjà difficiles à retenir. Donc on a le CADA, on le connaît, on a l'OFPRA, c'est des choses qu'on connaît, puis il y a des choses plus rares qu'on croise plus rarement, comme l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le CNDA, le CCDA, etc. Donc là, on est face à ce qu'on appelle la deuxième frontière, c'est-à-dire que les patientes qui arrivent en France ont passé une frontière, et la deuxième qu'on leur impose, c'est toutes ces structures, toutes ces sigles, etc., qu'elles doivent apprendre à connaître si elles veulent s'organiser en arrivant ici. La définition du mot certificat, quand on regarde le dictionnaire, c'est un document écrit, officiel, signé d'une personne autorisée qui atteste un fait. En pratique, ce n'est pas toujours possible. C'est une attestation, un gage, qui doit être fait donc, soit par des médecins, soit par des personnes certifiées. Ce mot apparaît aussi dans le Code de santé publique, qui codifie bien le type de certificat, qui doit être rédigé, qui doit être daté et puis fait avec un examen clinique. Donc j'ai repris les 12 conseils qu'on devrait tous avoir en tête quand on rédige un certificat, pour éviter de se faire avoir. Et il faut savoir qu'il y a des procédures, je fais un peu de médecine légale, et on peut avoir des procédures sur des certificats qui sont mal faits, mal rédigés. Donc c'est important d'avoir ça en tête. La plupart des choses, on le fait naturellement, mais il faut être assez vigilant quand même. La première, c'est le rédiger sur un papier en tête. Donc en général, c'est une ordonnance. S'informer de l'usage du certificat demandé. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris. C'est-à-dire que je pensais que le certificat, on le faisait un petit peu naturellement quand la patiente nous le demandait. Mais en fait, il faut vraiment s'informer, savoir qu'est-ce qui va devenir ce certificat exactement. Réaliser un interrogatoire et un examen clinique. Ça aussi, c'est une nécessité. Décrire, et là c'est important, de façon précise et objective les éléments et faits médicaux personnellement constatés. Donc il faut vraiment être honnête et ne pas faire plaisir à des demandes ou accepter des demandes simplement parce qu'on nous le fait. Rapporter, donc si utile, les dires du patient, les mettre au conditionnel, ça je me souviens, c'est ce qu'on avait appris en cours, et entre guillemets, ce qu'on ne fait pas toujours. Et là, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est ne pas se prononcer sur les dires du patient ou sur la responsabilité d'un tiers. Donc on verra tout à l'heure, donc cette imputabilité, elle doit être vraiment dégagée du certificat médical. Et puis ensuite, dater le certificat du jour de la rédaction, même si les faits sont antérieurs. Il faut se relire, donc il faut éviter les certificats qu'on dicte à la secrétaire et qui l'envoie directement à la patiente, comme on fait aujourd'hui. Ça, c'est un piège qui peut être redoutable. Apposer sa signature, il n'aura de réalité que s'il y a une signature. Et puis essayer de remettre le certificat au patient lui-même en main propre, et même d'ailleurs le mettre sur le certificat remis en main propre. Ce qui n'est pas toujours possible quand on a des patientes qui viennent de loin, qu'on voit en consultation et qu'on n'a pas la possibilité de faire le certificat en consultation. Souvent, on doit leur envoyer, donc il y a toujours un doute de savoir qui va le recevoir. Garder un double. Et puis le plus dur, c'est savoir dire non aux demandes abusives et illicites qu'on ne connaît pas toujours. C'est pour ça qu'on va avoir les différents types de certificats. Et si besoin, au moindre doute, c'est dire non et se renseigner, notamment au niveau du Conseil de l'Ordre. Alors, il y aura deux parties dans les certificats. Les premiers, c'est les certificats qui sont délivrés par l'OFI. Et ce sont des certificats pré-imprimés et qui peuvent être remplis par tous les médecins qui suivent le patient. Le plus classique, c'est la demande de titre de séjour pour raison de santé. Donc, il est délivré par les préfectures lors d'un rendez-vous dédié.
Alors quelquefois, il faut savoir que certaines préfectures demandent, et c'est là où c'est ubuesque, demandent un certificat médical pour en donner le certificat médical. Donc là, il ne faut pas se faire avoir. Il faut, dans ce certificat qui est demandé par la patiente pour aller d'une manière un peu indue à la préfecture, il ne faut pas mettre d'éléments précis. Il faut dire simplement l'état de santé nécessite quel est ce certificat. Donc une fois qu'on se retrouve avec ce certificat préimprimé, donc là, le but, c'est ce certificat a un but, c'est de voir si l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Donc c'est une phrase très compliquée, j'ai tenu à vous la dire entier parce que tous les mots sont importants. Et c'est là qu'on voit que c'est très difficile finalement de le remplir, c'est qu'il faut si on veut bien faire les choses, connaître le système de santé de tous les pays dont sont issus nos patientes. Qui peut dire si on peut opérer une hernie discale en Guinée-Conakry actuellement? Aujourd'hui, c'est très difficile. Donc on présume des choses. On a des idées à peu près conçues sur certains pays. Il y a des pays qui sont extrêmement désorganisés, donc on peut bien se douter qu'en Syrie, actuellement, il est difficile de faire des chirurgies, de la neurochirurgie. Par contre, il y a des situations beaucoup plus floues. Et donc, des fois, on imagine que c'est difficile de le faire, donc on fait le certificat. C'est un certificat qu'on fait souvent, d'ailleurs, devant un cas grave, même sans savoir si dans le pays, on peut le prendre en charge. Le deuxième certificat qui est préimprimé par l'OFII, c'est le certificat, la demande d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Donc ça, c'est un certificat qu'on voit aussi assez régulièrement. Donc le problème, c'est que ce certificat, il y a une telle demande et les dispositifs d'hébergement sont tellement saturés que finalement, il n'est plus très discriminant. Et donc on fait des certificats et on sait qu'il n'aura pas tellement d'action, puisque quand la patiente ou sa famille va aller à l'OFII, on va lui dire oui, je veux bien entendre que vous avez tel problème, telle grossesse difficile, etc. Mais on n'a pas d'hébergement. Donc il faut savoir faire ce certificat et aussi ne pas le faire et téléphoner directement à l'OFII quand on a réellement une situation qui nous paraît exceptionnelle. Il ne s'agit pas de traiter tous les cas de la même façon. Et donc voir les limites du système et dans ce cas-là le contourner en appelant directement l'OFII en disant effectivement vous n'avez plus de place, mais pour cette famille-là c'est vraiment particulier. Il faut dans ce cas-là aller au-delà de la procédure. Excusez-moi. Et ensuite on a des certificats libres qui peuvent être rédigés par tout médecin qui suivent les patients. Tout d'abord, le certificat de demande d'asile. C'est un certificat qu'on fait assez peu en gynécologie. Souvent, il est fait par les médecins généralistes dans un premier temps. Donc, la finalité, c'est essayer de trouver un lien une compatibilité entre les séquelles traumatiques constatées, qu'ils soient physiques ou psychiques, et les violences subies rapportées. Donc, c'est un lien de compatibilité et non un lien d'imputabilité. Ça, c'est un élément important. Donc on voit un traumatisme, on voit des sévices qui sont des traumatismes qui sont compatibles avec des sévices. Il ne s'agit pas de dire que c'est ça automatiquement. Sinon, c'est un certificat qui n'aura pas d'utilité. Il est souvent demandé par les personnes qui s'occupent des migrants ou des personnes, donc les avocats, travailleurs sociaux. Exceptionnellement, il est demandé par le patient lui-même. Et puis, il est souvent demandé dès le départ des procédures, avant le passage à la CNDA. On peut le faire avant toute procédure, même avant le passage à l'OFPRA. Et puis, il y a un écueil, c'est que quand on n'a pas réellement d'éléments post-traumatiques, il faut éviter de le faire parce que ce certificat peut se retourner finalement contre les patients, contre les personnes, puisque à l'OFPRA, on va leur dire écoutez, dans votre certificat, il n'y a rien, ou alors il y a vraiment si peu de choses que vraiment vous n'avez aucune raison de faire cette demande-là. Donc il faut le faire quand on a des éléments tangibles, ou vraiment qui sont importants, et là, ça sera utile. Et ne pas céder à faire des certificats pour tout le monde. Un certificat que l'on voit aussi, c'est vous connaissez être dubliné. C'est un terme qui est atroce. C'est la dernière étape des patientes qui ont été, qui vont retourner dans le pays où elles ont fait la demande de droit d'asile avant souvent d'être expulsées.
Et donc il y a un dernier cas où on peut faire un certificat, c'est pour éviter cette étape de dublinisation, enfin ça ne se dit pas, mais de l'application du règlement de Dublin. Et donc c'est un certificat qu'on fait, moi je m'est arrivé d'en faire. Il est malheureusement assez souvent inutile parce qu'il faudrait, pour qu'il soit efficace, prouver que l'état de santé contre-indiquerait le transfert dans un autre pays européen. D'accord ? Donc là, on nous demande de certifier que la patiente doit rester en France parce que son soin n'est pas possible en Grèce ou dans les pays frontaliers qui ont souvent accueilli les migrants. Donc on le fait, mais il est souvent peu efficace. Et puis, ce qu'on fait quotidiennement dans les unités de prise en charge des mutilations, c'est les certificats en cas de risque de mutilation sexuelle. Donc là, c'est un certificat très particulier, puisqu'il doit être effectué par un praticien légiste hospitalier exerçant en UMJ. C'est ce qui nous a posé beaucoup de problèmes au départ, parce qu'on n'avait pas ces praticiens sous la main tout de suite. Et donc on a dû en solliciter. Donc c'est souvent des médecins légistes qui travaillent sur d'autres sujets, mais assez peu sur les mutilations. Et nous, par exemple à Rennes, on avait de la chance d'avoir une pédiatre légiste qui devait s'occuper de faire un certificat de non-excision. Mais dans beaucoup d'endroits, on n'a pas ces personnes, ou elles ne sont pas accessibles, ou alors elles sont loin des unités de prise en charge des mutilations. Donc ça oblige les patientes, dont on a vu qu'il est difficile des fois de les mobiliser, d'aller voir un autre praticien qui n'est pas forcément d'ailleurs sensibilisé au problème. Et on travaille avec des personnes aussi. J'ai régulièrement des médecins légistes qui m'appellent en disant, qui m'envoient des photos sur mon smartphone. C'est toujours surprenant de recevoir des photos de suspicion de mutilation ou au contraire de non-mutilation. Donc on doit rendre des avis comme ça et lui après il peut faire ce certificat. Souvent ce certificat est associé à un certificat d'excision chez la maman, parce que le but dans cette procédure c'est de montrer que la petite fille a une menace d'excision et que la maman vient d'un pays qui pratique l'excision. Donc le tableau qui serait entre guillemets le plus simple, ça serait d'avoir un pays avec une patiente qui a été mutilée et une petite fille qui n'a pas été mutilée. Donc on est souvent associé à ces certificats qui sont demandés par les praticiens légistes. Nous on voit sur une salle la patiente et puis de l'autre côté la pédiatre voit l'enfant. Quelquefois, on a un certificat qui est un peu plus particulier. C'est une femme qui aurait été prise en charge pour une réparation. Et là, on nous demande de faire un certificat parce que si elle retourne dans son pays, elle est exposée à de nouvelles mutilations. Au début, ça me surprenait. En fait, c'est vrai que ça existe. Et on a des patientes qui sont réexcisées à 30, 40 ans parce qu'elles ont été réparées. Donc ça peut être un élément important pour éviter les expulsions. Donc ce certificat, il est particulier, il faut s'organiser vraiment pour avoir une structure qui permette de le faire. C'est pas évident, mais pour l'instant, et on aimerait bien éventuellement que ça change, mais pour l'instant, c'est un médecin légiste qui le fait. Je vous ai donné l'exemple. C'est un certificat qui est très simple. Donc ça, c'est où il y a simplement marqué est-ce que la jeune fille est excisée ou pas excisée. En conclusion, alors tout ce travail autour de certificats ne doit pas nous détourner de notre travail de médecin. Quelquefois, on se transforme pendant quelques temps en assistante sociale ou en avocat. Ce n'est vraiment pas notre rôle. Il faut bien connaître les différents certificats pour les informer au mieux, pour ne pas être à côté de la plaque. Il faut, et ça c'est important, recadrer les demandes des services sociaux. Donc on est tous d'accord sur le fait de devoir faire des certificats, mais il faut vraiment bien cadrer la demande, ne pas partir dans des demandes qui seraient complètement délirantes ou bien qui ne seraient pas utiles et qui peuvent se retourner contre la personne. Et puis un élément très important, et ça vraiment je vous demande d'insister là-dessus, enfin j'insiste là-dessus, c'est rappeler que la prise en charge médicale est différente ce que j'ai appelé le bon parcours républicain. Et on a un certain nombre de patientes qui ont appris toutes les abréviations qu'on a vues et comprennent très rapidement dans quel est le format qu'elles doivent prendre pour avoir le maximum de chances de rester et notamment la prise en charge chirurgicale. Et c'est vraiment important moi je prends du temps à leur expliquer qu'on va faire tout ce qu'il faut sur le plan réglementaire, certificat, etc. Mais vraiment, il ne faut pas marcher. Il ne faut pas qu'elles fassent les choses pour ça, si elles doivent se faire prendre en charge, pour la douleur, pour la réparation. On est au-delà du problème législatif.
Et ça, c'est difficile à comprendre. Le parcours républicain, enfin, ce qu'elle pense être un bon parcours républicain, c'est différent de la santé. Mais néanmoins, ces certificats que je trouvais au départ assez difficiles, et puis surtout, je trouvais ça ingrat de se dire j'ai ouvert une unité et je dois faire des certificats. Des fois, on en faisait 6 à 7 dans la matinée. Donc, on se dit on n'est pas là pour ça, mais en fait, si. Et puis, c'est un élément très important parce que moi, je leur dis c'est le moment où vous voyez notre tête. Et donc, parce que souvent, on est dans la procédure des papiers et c'est pas le moment du soin. Beaucoup de patientes, elles sont stressées, elles n'ont pas une situation du tout stable. Et moi, je les encourage pas du tout à ce moment-là à se faire avoir une réparation ou une prise en charge compliquée parce que c'est pas le moment. Mais je leur dis, regardez où on est, on sera là, regardez l'équipe. Voilà, il y a une prise de conscience, commencez à réfléchir. On leur donne à ce sujet un petit flyer qu'on a fait pour qu'elles puissent réfléchir, avec les numéros de téléphone pour qu'elles n'aient pas à les retrouver. Et puis, c'est une graine qu'on sème pour une proposition éventuelle de prise en charge plus tard. Et elles sont assez satisfaites d'ailleurs qu'on leur dise de ne pas se faire opérer, parce qu'elles n'avaient vraiment pas envie et elles étaient un peu poussées par les associations. Donc il faut vraiment rappeler notre travail à ce moment-là, mais la possibilité de faire autre chose après si elles le souhaitent. Voilà. Moi j'ai terminé. Je vous remercie.